Bonjour. Bien ce matin, le temps est très pluvieux, donc c'est pas très réjouissant. Il a plu toute la nuit, donc évidemment tout est trempé. Cela étant, j'avais prévu et je souhaitais vous faire découvrir une autre partie du château aujourd'hui, qui sont les dépendances. Alors les dépendances du 19e siècle, puisqu'elles ont été reconstruites tout à fait à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, par le marquis de Vaujuas-Langan qui a réhabilité l'ensemble du château pour doter sa fille, Madeleine, donc qui a apporté l'ensemble du château agrandi et rénové, donc en dot pour son mariage avec son futur époux de Crozet de Clem. Voilà, donc nous allons visiter les dépendances, enfin ce qu'il en reste bien toujours. Et pour ça, je vous demande de m'accompagner. Donc on va passer par un petit chemin qui nous mène sur la cour avant et on va essayer de faire le tour et de découvrir ce qu'on peut, sans prendre trop de risques encore une fois. Voilà, allez, à tout de suite. Donc on va passer par ce petit chemin qui nous ramène à l'avant du château. Alors ici on avait une première dépendance qui a été agrandie, enfin qui fait partie des extensions du 19e siècle, comme je l'évoquais. Donc on avait un petit escalier qui permettait d'aller à un étage sur ce petit bâtiment qui était un bâtiment de logement, sûrement des domestiques, et puis petit bâtiment d'usage sûrement au rez-de-chaussée. Donc ce petit couloir est le seul accès donc entre l'arrière, un des seuls accès en tout cas en termes de largeur d'accès qui permet de passer vers l'arrière ou vers l'avant. Alors on va retrouver ici comme on l'a vu dans la précédente vidéo, donc je vous invite à aller voir les vidéos d'avant pour voir un peu ce qui était évoqué à ce sujet-là. Ici on retrouve encore, comme on l'avait dit, donc une ouverture, une porte qui a été murée, donc on voit très bien le bord de la porte, et puis l'arc de décharge qui est là par-dessus en pierre, donc qui est probablement une porte donc pour laquelle on découvre les linteaux à l'intérieur, avec les chanfreins, qui est également, donc, comme je le disais, une porte probablement des origines du bâtiment du XVe siècle. Voilà, donc juste en passant. Donc là on débouche dans la cour des dépendances. Et puis on va faire le tour pour les découvrir une à une. Alors ici on va prendre un petit peu de recul. Donc on est au pignon du château. Voilà. Et on a cette cour de dépendance qui est au milieu en fait, de bâtiments qui forment un U, avec différentes fonctions. Et là on va retrouver le porche d'entrée de la cour. Donc le porche lui qui est du XVe siècle. Alors on reconnaît les dépendances et leur origine de la fin du 19e par les constructions des ouvertures et des baies en briques, comme vous les avez, alors granit sur le bas et briques sur la partie haute. Vous pouvez voir que tout est homogène, tout a été construit à la même époque. Pigeonnier qu'on apercevra par ailleurs. Donc on va s'approcher. Donc ici, comme je vous le disais, on avait un étage habité avec les deux baies, les deux fenêtres qui s'ouvraient sur cet étage complet, et puis au rez-de-chaussée, des petites pièces donc qui pouvaient servir de stockage, de chenil. Alors par exemple, donc là, pour nous c'est du stockage. Par exemple ici, vous voyez, il reste les portes. Donc on a une porte fermière, comme on dit, avec deux parties, ce qui permet de laisser la partie basse fermée, d'ouvrir le haut et donc de pouvoir avoir les animaux qui ne sortent pas. C'est par exemple ici qu'on met les chèvres, nous, quand on doit rentrer sur le terrain, et ne pas être dérangé par ces petits animaux. Voilà, donc il l'utilisait en chenil pour les chiens de chasse, lors des chasses qui étaient organisées. Donc ça c'est le premier bâtiment. Ensuite, le terrain remonte un peu, on a ce qui a servi de porche en fait. On avait une toiture. Ça faisait un abri, on garait du matériel, des voitures, des charrettes. Ça a été agrandi, vous voyez, avec les briques, plutôt là sur le XXe siècle. Et on a une porte pour l'accès au pigeonnier. Donc ici on a le pigeonnier, qui est en forme de tour, avec son toit octogonal.
Alors, une première porte ici. Donc, vous pouvez apercevoir juste au-dessus de la porte, donc là, les entrées, les ventilations pour le pigeonnier, et puis un petit peu plus haut, hop, là, les accès pour les pigeons. Donc, ils pouvaient se poser au bord à rentrer. Et en fait, à l'intérieur, sur les différents niveaux, il y a 2 niveaux. Donc, il y avait des cages pour pouvoir garder les pigeons. Donc, en fait, c'était des pigeons voyageurs. Donc, c'était pas de l'élevage, hein, c'était du pigeon voyageur qui était utilisé pour envoyer des messages d'un site à un autre. Et jusqu'au XXe siècle, la famille qui habitait ici élevait encore les pigeons voyageurs comme passion plutôt à ce moment-là. Et on a retrouvé d'ailleurs un petit carnet avec le nom des pigeons. Donc évidemment chaque pigeon était nommé. Ça, c'est intéressant. Donc là il y a une porte comme je vous l'ai dit. Et puis on va retrouver une autre porte ici en façade de ce côté. Voilà. Alors là voilà, là c'est la façade, donc deuxième porte, 2 fenêtres. Et puis le toit, alors qui est en mauvais état bien sûr, comme le reste, tout en haut. On prolonge ensuite avec un tout petit bâtiment. Alors, on n'a plus grand chose, une petite façade et puis un mur arrière. Donc on était avec un toit à l'origine qui est également en 4 pans, donc en ardoise. Ce petit bâtiment, c'est la crèmerie, pardon. Donc en fait, dans ce bâtiment, on faisait tout ce qui était transformation du lait pour en faire de la crème, le beurre, etc. Donc la crèmerie. Donc ça s'apparentait à un petit peu petit labo, une petite cuisine. Vous voyez, c'est pas grand du tout. Alors c'était enduit sur les murs pour pouvoir avoir les conditions d'hygiène nécessaires. Voilà, donc la crèmerie. Donc le nom des bâtiments et leurs fonctions, on les connaît parce que on a dans les documents, les papiers aussi retrouvés dans les actes des dénominations de chaque bâtiment. Deuxième porte pour la crèmerie. Ensuite, on arrive ici donc sur encore un garage, quoi, un stockage de matériel. Donc avec les planchers, la toiture qui s'effondrait. Vous voyez le grand linteau en briques. Donc on avait une grande porte qui permettait d'accéder et de rentrer du matériel. Avec une cloison en briques qui séparait, avec la suite du bâtiment qui donne pour cette première porte, alors par laquelle on ne peut pas accéder parce que il y a du matériel, enfin des poutres et des bois derrière. Donc cette porte qui donne sur la pièce du fournil. Donc un fournil évidemment, comme dans toute grande exploitation agricole, donc un fournil qui permettait de cuire le pain. Donc pas en très bon état, mais je pense que peut-être on pourra en tirer quelque chose. On va prendre du recul parce que là le fronton du bâtiment est un peu plus haut, tout simplement parce que au premier étage, alors sur tout le premier étage, c'est-à-dire d'ici jusqu'à la partie droite là-bas, donc on avait un niveau avec probablement des logements, des pièces, des chambres, alors encore pour les domestiques, et puis un rez-de-chaussée plutôt à usage fonctionnel. Donc on a dit le fournil à gauche, et puis on va aller voir par la porte de droite là-bas, mais vous allez puis avoir un aperçu. Donc on était plutôt sur une écurie avec des box. On va rentrer par ici. Vous voyez un reste de box, pas mal de bois qui sont en place. Alors on retrouve l'architecture avec toujours les IPN qui ont servi pour les planchers intermédiaires. Donc là, la grande pièce de haut en bas, c'est un IPN métallique. Et puis ensuite, de gauche à droite, donc là il en reste une, des solives en chêne qui permettaient de tenir le plancher. Donc vous voyez, il ne reste plus que les IPN métalliques, là on le voit bien, avec la fenêtre de l'étage et la porte de rez-de-chaussée.
Donc voilà, toujours cette architecture, fin 19e, avec l'essor de la construction, du métal dans la construction. Au rez-de-chaussée, des petites fenêtres, hein, puisque c'était une porte, et puis voilà, des petites fenêtres. Alors, celle-ci, elle n'est pas murée, hein, elle est juste encombrée par la végétation. Et puis cette porte, donc beaucoup de lierre, beaucoup de végétation. Donc là, les chèvres ont accès, donc elles rognent les lierres et les écorces, ce qui fatigue les arbres et empêche la pousse. Enfin, en tout cas, limite la pousse. Alors, on va essayer de passer par la porte de communication pour aller dans la pièce du milieu, alors, dont on ne connaît pas précisément l'utilisation d'usage. Donc, une pièce avec une porte centrale ici, qui donnait sur la façade. Donc là, on voit la structure du plancher, l'IPN à droite et les solives au pied de la fenêtre là. Donc on est un peu dans une ambiance jungle, qui n'est pas désagréable, hein, mais bon, qui est le fait du temps et de la végétation. Donc vous voyez le lierre qui est pris le dessus par-dessus le mur, mais les chèvres qui accèdent, donc qui mangent le lierre sur la partie basse du mur. Donc, le bâtiment était équipé, il y avait l'électricité, vous apercevez les prises là qui pendent. Donc puisque c'était occupé jusque dans les années 70, donc à cette époque tout était en ordre. Alors on est avec une construction avec une pierre qui est un schiste, donc vous apercevez qu'avec l'humidité, il noircit, vous voyez, sur le bas des murs. Donc ça c'est typique de ce schiste, de cette pierre. Vous avez développé une espèce de moisissure noirâtre qui donne cette couleur très, très brune en bas des murs et puis bien sûr plus claire au-dessus. Donc on va ressortir de ce bâtiment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande dépendance du fond, puisqu'elle marque vous voyez, le fond de la cour des dépendances. On a un passage ici qui va permettre de sortir en fait de la cour du château et d'accéder à une petite cour donc secondaire qui est à l'arrière, qui permettait en fait aux activités agricoles ou autres de se faire en dehors du château. Puisqu'on a un autre bâtiment dont vous apercevez ici le pignon, qui est juste là sur l'arrière. Et puis vous imaginez l'espace dégagé, donc on a une surface assez importante pour pouvoir accéder par un chemin qui vient de la droite et puis manœuvrer, stocker ici. Donc, par ailleurs, on a une porte latérale ici qui donne dans l'autre grande dépendance dans laquelle on va aller. Alors vous apercevez la taille du pied de lierre qui obstrue la porte, enfin le passage, et qui monte sur le pignon devant la fenêtre. Vous voyez, on a un lierre qui fait une dizaine de centimètres de diamètre, pour vous dire, depuis le temps que tout cela a été laissé en l'état. Puis bien sûr des arbres. Donc on va revenir dans la cour des dépendances. Pignon du château. Donc on bascule de l'autre côté. Alors ici, un grand bâtiment d'un seul tenant, enfin d'un seul tenant extérieur, donc des petites fenêtres, 3 petites fenêtres et une porte. Vous voyez la fenêtre de l'étage, donc là encore on est avec un grand grenier, une fenêtre. Alors pour ce grenier c'était plutôt du stockage, hein, comme un grenier donc de céréales. Et puis pour le rez-de-chaussée, là encore plutôt du stockage, une écurie. Donc ces bâtiments ont été créés pour cette famille qui appréciait beaucoup les chevaux de course. Donc on avait beaucoup de ces bâtiments à vocation équine. Donc là, on va retrouver la même ambiance que dans le bâtiment précédent, avec un volume plus important, la même construction, vous voyez les IPN métalliques. Et puis le solivage en chêne. Et puis voilà, une grande pièce qui va là à droite, jusque tout à gauche, et puis là encore il y avait des box. Voilà. Donc, tout est resté en l'état, ça a juste été un peu nettoyé par les chèvres qui peuvent y accéder.
On a une maçonnerie qui est en état correct. Alors la pièce suivante aussi à vocation pour le cheval, c'est-à-dire que cette petite pièce, alors vous allez voir, c'est pas, enfin vous allez voir, on va essayer d'avoir un aperçu en tout cas, c'est pas très grand, c'était la sellerie, c'est-à-dire que là on stockait des selles et tout ce qui correspondait à l'équipement du cheval pour monter les chevaux. Donc on va essayer de pénétrer au moins le téléphone. Je vais juste vous montrer une chose. Donc la particularité de cette pièce, si vous voyez, il y avait du bois sur les murs, des bardages. Et en fait, dans ces bardages, il y avait des pièces en bois qui pouvaient être mises à différents niveaux. Alors, on aperçoit, il faut que j'essaie de trouver ça. Peut-être ici à droite. Dans le mur des encoches. Alors, on ne voit pas vraiment. Donc là, il y en a une, juste là. Une encoche dans laquelle on pouvait, et à différents niveaux, pouvait venir insérer des supports en bois qui permettaient justement de régler le niveau et de les mettre à différentes positions pour mettre les selles et les différents équipements. Voilà, il faut imaginer cette pièce donc avec des boiseries tout le tour, au plafond également, puisque là il n'y a plus de plancher, et puis au sol. Voilà les fameux bardages. Donc on va sortir de la sellerie. Alors juste avant que le plancher, enfin le plafond en fait, s'effondre définitivement, il y avait dessous les gravats là, donc il y a toujours un tandem, alors un vieux tandem. Bon, il avait déjà pris des coups sur la tête, donc c'était un peu tordu. Mais bon, on sait que là-dessous, quand on déblayera, on retrouvera un vieux tandem des années 50. Un vélo, hein. Voilà. Donc on reprend du recul. Et enfin, la dernière partie du bâtiment. Non, c'est pas tout à fait vrai. Il y aura une autre pièce encore après. Donc ça, c'est une grande porte dans laquelle, en fait, qui correspondait à l'accès à ce qu'on commençait à appeler un garage, puisque dès 1920, la famille possédait une voiture. Et donc, c'était le garage pour rentrer la voiture et puis effectuer également quelques travaux au besoin sur le matériel, etc. Donc, ce qu'on appellerait communément le garage. Donc bon, on est dans la même situation, donc on a un petit peu de stockage, mais avec un plafond en très mauvais état. Bon, on a une structure là qui est différente, puisqu'on a une grosse poutre en chêne qui fait la largeur, et un soulivage en chêne par-dessus. Et plus de toiture. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu critique. La poutre risque de rester, mais bon, le soulivage avec ce qui reste de couverture dessus est en train de s'affaisser. Alors ce qu'il faut voir, c'est très sombre parce que on a, là vous l'apercevez en haut à droite, les lauriers palmes qui ont poussé à chercher la lumière par-dessus le bâtiment. Et donc, comme c'est une plante persistante, on a un couvert végétal et de feuilles là, qui est permanent et qui recouvre complètement grosse partie du bâtiment par l'arrière. Vous voyez, pas beaucoup de lumière d'ailleurs à venir de l'arrière. Oui, je vous disais c'était la dernière pièce, mais en fait non, puisqu'il reste une porte, celle-ci correspond également à une pièce. Alors je vais pas, ça veut dire je vais pas l'ouvrir, je sais pas, est-ce qu'on l'ouvre? Hop, c'est pas trop compliqué. Essayer d'entrouvrir. Voilà. Alors vous apercevez, ou pas d'ailleurs, si là, voilà, il y a de l'eau au fond. En
fait, il y a une fosse sur toute la largeur, enfin toute la surface de la pièce, puisque... c'est avec le téléphone. Voilà. En fait, c'était les toilettes. Donc, la fosse, il n'y a plus de plancher, et la fosse a tendance à se remplir. Alors, qui plus est là, puisqu'on a des très fortes pluies actuellement. Ces 2 jours-là. Et donc, le site est situé sur la nappe phréatique. Donc, autant les nappes étaient à des niveaux bas ces derniers temps, enfin ces dernières années, autant là, cette année les niveaux sont hauts. Donc on a des remontées importantes. Et là typiquement vous voyez l'eau est au ras du sol dans ce petit bâtiment qui était donc les toilettes. Voilà, avec une fosse dans laquelle les toilettes tombaient. Et juste en vis-à-vis, alors ce qui au niveau de l'hygiène n'était peut-être pas forcément l'idéal, mais là l'amas de bois là et de tôle correspond en fait au puits. Alors de la même façon en fait, c'est un puits qui n'est pas très profond mais qui est en eau bonne partie de l'année et qui en fait est dans la nappe. Voilà, donc ça c'est le puits d'origine et puiser leur eau dedans. Alors quand la nappe est très basse, eh ben, le puits est asséché et quand la nappe est élevée, le puits est en eau. Alors oui, ça fait une dizaine de mètres entre les toilettes et le puits dans lequel ils prenaient leur eau. Donc, bon, je pense que les conditions de réglementation d'hygiène n'étaient pas tout à fait les mêmes à l'époque. Alors voilà, donc on va reprendre maintenant un petit aperçu plus large pour balayer. Donc on a dit la grande dépendance de droite, la dépendance du fond avec le fronton, la petite crèmerie tout au fond à gauche, le pigeonnier pour les pigeons voyageurs et ce petit bâtiment avec l'accès vers l'arrière qui est la première porte là sur votre gauche. Donc on va conclure là-dessus pour cette partie du site. Et puis pour d'autres découvertes, et puis pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos où on découvre l'intérieur du bâtiment du château, je vous invite à consulter les quelques premières vidéos. Et puis surtout à liker si vous avez apprécié. On essaiera de prolonger, de continuer. Il y a un certain nombre de choses à dire aussi sur l'histoire des lieux. Et puis sur quelques anecdotes. Voilà, toujours dans l'attente de la mise en route des travaux, enfin, du prolongement des travaux, puisque ça ne paraît pas, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.